des aliments. Ces normes dépendent de l'OMS et de la FAO. Abdoul Mbaye a recommandé la création d'une commission pour réfléchir sur la législation et la coordination des actions. Aboubakar Kane. La réunion consacre une large concertation autour du Premier ministre sur la question de la sécurité sanitaire des aliments. À travers le Comité national du Codex Alimentarius, il s'agit d'un engagement politique et d'une volonté de coordonner les actions des différents ministères concernés. Entre autres recommandations du Premier ministre, la mise en place d'une commission présidée par le ministre de la Santé avec un secrétariat basé à la primature. Une commission chargée de réfléchir sur la législation et la régulation de la sécurité sanitaire des aliments. Ce sont des décrets qui datent de 1963, quelques-uns en 1980, mais c'est dire que c'est assez ancien et que nous devons réactualiser tout cela. Cela nous permettra de faire des propositions à Monsieur le Premier ministre, mais également à vérifier tous les laboratoires qui s'occupent de contrôle, voir s'ils sont à des normes. Et notamment, nous avons certains laboratoires qui sont à des normes vraiment internationales et nous voulons que tous les laboratoires soient comme ça. Le travail va consister au contrôle de l'alimentation sur toute la chaîne. Il y va de l'essor économique du Sénégal et de la santé de la population. On doit s'occuper de tout ce qui se passe depuis la production, la conservation, la distribution jusqu'à l'alimentation elle-même. Le fait que les populations puissent arriver à manger quelque chose de sain. Au Sénégal, le secteur informel est très actif. L'État va alors mener des actions d'éducation, de formation et de sensibilisation, des actions accompagnées d'inspections régulières pour veiller à la qualité de l'alimentation des Sénégalais. C'est l'un des titres de ce 20h, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce 3 mai, parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. C'est le thème de cette édition. Les professionnels des médias sont souvent victimes de menaces et de violences. Les Nations Unies qui ont organisé des panels ont l'ambition d'assurer la sécurité de chaque journaliste et dans chaque pays. à Wandiaï. Les journalistes sont très souvent la cible de violences. Le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de mettre en exergue cette forme d'insécurité. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, c'est le thème choisi pour cette année. Le système des Nations Unies effectue un travail de sensibilisation. Tous les organismes, fonds et programmes des Nations Unies sont collectivement bien placés pour s'attaquer à cette question. Vous avez décidé de débattre à travers un panel qui regroupera d'éminents spécialistes. Aussi, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal s'honore de cheminer avec tous ses partenaires possibles, qu'ils soient de la société civile, des représentations diplomatiques ou bien du système des Nations Unies, pour faire en sorte quand même de creuser davantage et de faire en sorte que les acquis soient préservés. Outre les agressions physiques, les journalistes sont souvent la cible de violences psychologiques, entravant ainsi le droit à la liberté d'expression. L'État du Sénégal développe des stratégies pour la protection des professionnels de l'information. Cette journée aujourd'hui m'offre l'occasion, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, de réitérer l'importance et surtout l'intérêt que l'État du Sénégal porte à la construction d'une presse libre et démocratique, mais surtout au renforcement de capacités et à un surplus de moyens à apporter au secteur de la presse en général. Surtout, c'est lui qui voudrait amener le secteur à plus de capacités, plus de responsabilités, mais surtout dans un environnement entouré par un code de la presse qui est consensuel, adopté par l'ensemble du peuple sénégalais, parce que tout le monde aura compris que c'est ça l'évolution majeure. Pour le système des Nations Unies, il est important de mener des campagnes d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les droits humains. L'objectif est de mieux protéger les professionnels des médias. Ce 3 mai est donc célébré la Journée mondiale de la presse. L'occasion a été saisie par la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour organiser une conférence. 3 thèmes ont été abordés. Ils traitent pour l'essentiel de l'éthique, de la déontologie et de la liberté de presse. Considéré comme un 4e pouvoir, l'importance de la presse dans une démocratie ne souffre d'aucune contestation. La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée partout.
La Convention des jeunes reporters du Sénégal n'est pas en reste. C'est la première sortie du nouveau bureau. De façon générale, on peut dire que la presse au Sénégal est assez libre. Ce n'est pas comme dans des pays où il y a des contraintes, où il y a des menaces, même si par moments, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps avec certains confrères du groupe Futur Média qui ont été attaqués, agressés par un parti politique. Mais de façon générale, on peut dire que la presse au Sénégal est plutôt libre. La preuve en est avec le nombre de publications qui existent, le nombre de chaînes de télévision, le nombre de radios. Voilà, les sites internet qui pilulent un peu partout. Parler sans crainte, quelle responsabilité pour la presse est le thème choisi par la Convention. Une interrogation qui ne manque pas de réponses. Craindre quand on écrit, c'est se poser des questions par rapport à la qualité de ce qu'on a eu à écrire. Qualité sur tous les plans. La rigueur de l'information, la bonne présentation de cette information, et également l'utilité de cette information pour le public auquel on le destine. Si on recoupe l'information, si on la vérifie 2 fois, 3 fois plutôt qu'une, évidemment, on a moins de crainte à publier une information. Ne serait-ce que de manière honnête, on a essayé de vérifier, de recouper l'information auprès d'une, 2, 3 sources. La liberté de la presse, un droit reconnu au Sénégal. Cependant, les journalistes ont des devoirs, informer juste et vrai. Parce que toute personne qui porte atteinte, porte préjudice à autrui, est obligée de le réparer, cette atteinte-là. Ça, c'est du point de vue civil. Alors, il y a une responsabilité pénale aussi, parce que le métier de diffusion de l'information, le métier de professionnel de l'information expose en fait à des délits contre la chose publique, c'est la diffusion de fausses nouvelles, l'offense au chef de l'État, l'outrage aux bonnes mœurs, mais aussi à des délits contre les personnes, c'est la diffamation ou l'injure. Dans tous les cas, des peines d'amende et des peines d'emprisonnement sont prévues en cas de commission de ces infractions-là. Le problème des réseaux sociaux s'est aussi invité au débat sur ce point. Les panélistes plaident pour une réglementation des médias en ligne. Objectif, éviter les dérives que les réseaux sociaux peuvent engendrer. Et sur cette question, ce point de vue des juristes, la liberté de presse est consacrée au Sénégal, mais d'importants efforts restent à faire, surtout concernant la dépénalisation des délits de presse. Les juristes qui invitent à un recadrage du dispositif juridique qui norme la pratique. Bouna Manel Fall est au micro de Ibrahim Ndong. Lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre de ces délits, que ce soit diffamation, injure, il est extrêmement difficile pour vous de vous en libérer. Il est extrêmement difficile de vous libérer lorsque vous êtes poursuivi sur ces chefs d'inculpation. Alors, et c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, des chercheurs ont pensé que, faute d'appliquer la loi, qu'il serait peut-être mieux de dépénaliser, en fait, de sortir en fait du giron du droit pénal ces textes-là que le juge pénal sénégalais n'appliquait pas. Mais encore une fois, je ne pense pas que cela soit une raison suffisante pour dépénaliser. D'autant plus que dans d'autres textes, par exemple la loi sur la protection des données à caractère personnel, vous avez des dispositions qui, lorsqu'elles ne sont pas suivies ou bien lorsqu'elles sont violées, font l'objet en fait de sanctions pénales qui sont fixées dans la loi sur la cybercriminalité. Et ces sanctions pénales vont de 1 à 7 ans de prison ferme et à des peines d'amende qui peuvent aller de 500 000 à 10 millions de francs d'amende. Donc, cela ne sert à rien, encore une fois, de dépénaliser les délits de presse dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale si on laisse survivre, en fait, dans d'autres lois ou dans d'autres dispositifs juridiques des sanctions ou des peines à l'encontre des journalistes. Selon notre registre, cette question, comment accélérer les procédures relatives aux litiges des affaires pour attirer les investisseurs? La question intéresse les acteurs judiciaires, les acteurs privés et les partenaires au développement. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gouvernance économique initié par l'État du Sénégal et exécuté par le ministère de la Justice. Le gouvernement veut se doter d'un environnement judiciaire favorable au développement de l'investissement. Fanta Badji. Au Sénégal, la durée de traitement des contentieux économiques et financiers s'étend sur 2 ans, alors qu'ailleurs en Afrique, il dure moins de 12 mois. Cette situation peu favorable à l'investissement fait l'objet d'une réflexion approfondie par ces juges, magistrats et opérateurs économiques. D'une même voix, il décrit les lenteurs constatées dans les procédures et exige une réforme en profondeur du système. Le Sénégal se retrouve à la queue
des pays africains en ce qui concerne le traitement des dossiers en justice et notamment ce qu'on appelle le contentieux économique et financier. C'est quand vous avez un dossier que vous devez mettre en justice pour recouvrer une créance, les dépenses que vous allez supporter en tant que créancier peuvent atteindre plus de 25% de la somme que vous allez recouvrer. L'enjeu est cependant de taille si l'on sait que le Sénégal doit engager d'importantes réformes pour continuer à occuper un rang honorable au classement du Doing Business. Si on arrive à, à résoudre ce problème, à 80%, on gagnera, disons, on avancera dans ce débat. La rencontre intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités d'instaurer une justice efficace propice à la protection des investissements. Lorsque vous êtes un investisseur, c'est un élément d'appréciation important parce que beaucoup d'investisseurs étrangers, lorsqu'ils regardent la carte du monde et qu'ils cherchent des endroits pour investir leur argent, le doing business est un élément d'appréciation. Donc il est important pour que le Sénégal attire mieux les investisseurs que cette question-là soit mieux prise en charge. La réflexion va se poursuivre pendant 3 jours au terme desquels une stratégie globale sera proposée. L'objectif final est de faciliter le règlement des contentieux économiques et financiers. Pour améliorer la fourniture d'électricité, la Sénélec ne mise plus sur les seuls combustibles. La société nationale va désormais se mettre au solaire. Une énergie renouvelable, écologique et surtout moins onéreuse. La Sénélec a signé un protocole d'accord avec un promoteur belge à ce sujet. Le projet test va démarrer dans la région de Ziguinchor. Mamadou Samambo. En signant ce protocole d'accord, la Sénélec ouvre l'ère de la diversification de ses sources d'énergie. En 2010, le coût moyen de production de notre kilowattheure était supérieur à 100 francs. Ici, on nous vend un kilowattheure à 65 francs. Vous voyez la différence. Avec un tel projet, on aura une énergie propre, il n'y a pas de pollution, une énergie bon marché. Le promoteur s'est voulu stratégique dans sa démarche, une option qui tient à une expérience déjà vécue en Casamance. On est très humble, on veut commencer avec 4 mégas, on ne viendra jamais avec vous proposer 40 mégas ou 50, c'est pas logique. On est en sécurité de mettre 5 millions d'euros à cet endroit-là. La Casamance adhère, apprécie et témoigne. À Bouyoun, pas loin, ce projet permet déjà de donner du courant à un village et donner de l'eau grâce à un forage à ce village. L'électrification rurale, je pense, à partir de l'énergie solaire, avec des coûts aussi bas, cette offre de mes amis belges était à prendre. Les premiers mégawatts seront servis en décembre 2013, exactement dans 6 mois. Après quoi, le projet Sénélec Cial d'énergie solaire sera vulgarisé au niveau national. Objectif final, mieux répondre à la demande nationale avec moins de dépenses et plus d'efficacité. Le désencombrement de la voie ferrée, plus de 600 personnes déguerpissent des rails. C'est au niveau de Thiaroye, dans le département de Pikine, ici à Dakar, dans la région donc. Cette opération s'est déroulée sous le contrôle du CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, de la direction du petit train de banlieue et des autorités de la ville de Pikine. C'est un reportage de Philomène Constance Diagne. Voici ce qu'offrait comme décor, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, la gare de Thiaroye. À présent, l'occupation anarchique des rails est en phase d'être oubliée avec cette vaste opération. Le transport ferroviaire peut espérer de plus beaux jours et les populations de la zone plus de sécurité. On enregistrerait un seul blessé ici par train, que ce serait grave de voir des populations se mettre sur les rails pour vendre des produits. Or, c'est un lieu d'exploitation du train. Donc, pour la sécurité et de nos circulations et des populations, il n'était pas question de continuer à vivre cette situation.
Près de 600 personnes, dont la plupart des commerçants, ont été recensées tout au début du processus en l'an 2000. Elles sont recasées dans un centre commercial pour pouvoir poursuivre leurs activités. Avec les commerçants eux-mêmes, ils avaient des délégués qui ont participé depuis le tout début à l'identification des solutions, le recensement des personnes qui étaient impactées et aussi le déplacement de ces personnes-là. Aujourd'hui, il y a 570 ou peu près de 580 personnes qui étaient recensées, dûment recensées, et qui se trouvent actuellement dans le centre commercial qui se trouve juste à côté, avec des cantines, des magasins et des tables que nous avons acquis pour leur permettre de continuer à exercer. Les autorités des chemins de fer sont résolues à mettre un terme à cette situation qui a duré. Un comité a été mis sur pied pour faire le suivi de cette opération. Nous allons mettre aussi un dispositif avec un personnel que avec qui nous allons contracter, en plus des agents de Transrail qui sont en permanence sur ce site-là. Donc nous allons tout faire et puis entreprendre très rapidement les travaux qui ont commencé et qui se sont arrêtés il y a quelques années de cela, parce qu'on ne pouvait pas entreprendre ces travaux-là tant que le site n'était pas libéré. Donc il y aura des murs de clôture, des passerelles qui vont être réalisées pour permettre aux populations d'aller d'un côté vers l'autre. Ces rails désormais libérés des étals de marchandises, le transport ferroviaire sénégalais s'offre une nouvelle opportunité de mieux se développer. Transparence, équité et impartialité, telles sont les règles de base à respecter pour des procédures de passation des marchés publics qui ne souffriront d'aucune entorse. Les directeurs et chefs de projet du ministère de l'Agriculture sont sensibilisés sur le sujet. C'était au cours d'un atelier sur la passation des marchés publics. Cédina Alunfal. Une première au ministère de l'Agriculture. Un atelier pour outiller directeurs, chefs de projet et de programme du ministère en matière de transparence, d'équité et d'impartialité concernant les passations de marchés publics. Des manquements sont notés dans les procédures de passation de marché, de mauvaises pratiques souvent dénoncées et au ministère de l'Agriculture, on essaie d'éradiquer le mal. Au niveau de la préparation, par exemple, le fait de vouloir dérouler un marché sans financement, c'est-à-dire sans couverture budgétaire, c'est une mauvaise pratique. Au niveau de la passation des marchés, le défaut de publication de l'avis d'appel d'offres est une mauvaise pratique. Au niveau du contrôle, la réception de prestations non conformes est une mauvaise pratique. Le représentant de l'ARMP a exposé l'organisation institutionnelle mise en place au Sénégal dans le domaine des marchés publics. Les cadres du ministère de l'Agriculture sont donc invités à s'approprier les règles de fonctionnement de la procédure de passation de marché. Une procédure qui, selon certains, comporte des zones d'ombre concernant les projets et programmes. Il est vrai que la question des incertitudes juridiques subsistant au sein des projets et programmes a été soulevée, surtout au titre de la possibilité ou non de mettre en place une cellule de passation ou une commission des marchés dédiée. La réponse que nous leur avons qui leur a été apportée, c'est celle de se référer toujours à l'accord de crédit. Et chaque fois que l'accord de crédit prévoit que ces commissions ou ces cellules peuvent être mises en place, c'est l'accord de crédit qui prime les dispositions nationales. Les responsables des passations de marché au ministère de l'Agriculture, à l'école de la bonne gouvernance, à l'avenir, transparence, équité et impartialité devront guider leur choix lors des passations de marché publics. Le COSEC veut aussi se doter de mécanismes de contrôle efficaces pour sécuriser les recettes douanières. C'est en modernisant les procédures administratives. Et à cet effet, il a organisé, le COSEC donc, un séminaire de formation destiné à ses agents pour qu'ils soient mieux outillés. Et le thème porté sur le dédouanement et le contentieux, c'était en présence du ministre de la Pêche, le compte-rendu de Cheikh Bamba Gueye. Avec ce séminaire de mise à niveau, le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC opte pour l'excellence dans la conduite de procédures douanières et le règlement des contentieux. Dans un environnement marqué par une forte compétitivité, le port de Dakar a besoin d'instruments de contrôle fiables et viables qui garantissent la croissance. Et pour cela, la formation joue un rôle de premier plan. Vous savez qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait, que ce soit les autorités, que ce soit les opérateurs eux-mêmes, du classement du Doing Business que nous avions. Je pense que 168e sur 180 pays,
ne reflète pas les ambitions des autorités sénégalaises, ne reflète pas les ambitions des opérateurs sénégalais. Je crois que c'est par la formation que nous parviendrons à alléger tous ces produits, à bien comprendre l'opérationnalité du business dans ce monde. Dans les procédures de dédouanement et le règlement des contentieux, le COSEC et le port de Dakar ont eu l'appui de l'administration douanière avec la création d'un bureau de facilitation. Le ministère de la Pêche et des Affaires maritimes entend également jouer pleinement son rôle pour accompagner le COSEC. Mon département attache beaucoup de prix à la formation, car ayant très vite compris que l'émergence économique n'est possible que si les acteurs qui animent cette économie sont outillés pour faire face aux innombrables défis. La formation est un des leviers sur lesquels le Sénégal doit s'appuyer pour améliorer son potentiel économique. Notre pays a besoin d'entrepreneurs informés et bien formés. Le dédouanement et le règlement des contentieux constituent donc un rôle nécessaire et impérieux. C'est pour cela que le Conseil sénégalais des chargeurs adopte des mécanismes modernes susceptibles de sécuriser les recettes fiscales et douanières. Les pensionnaires des cases des tout-petits de certains quartiers de Dakar sont initiés à la langue de Shakespeare. En plus de l'anglais, ces enfants bénéficient de cours de renforcement en mathématiques et en sciences. C'est un programme qui va permettre de soutenir les stratégies d'introduction des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation de base. Jules Diop. Ces visites entrent dans le cadre du test du programme d'initiation en TIC et en anglais pour les jeunes âgés de 4 à 6 ans. Il s'agit d'un système informatique basé sur des curricula digitaux. Le programme tourne normalement sur une plateforme web application, c'est-à-dire une application web qui tourne avec une base de données PostgreSQL, avec une application serveur Clashfish et un réseau local pour permettre à l'ensemble des enfants de pouvoir se connecter au serveur et de pouvoir connecter les données et de pouvoir échanger avec l'ordinateur. Grâce à ce programme, tous les enfants des 5 établissements cibles devront exécuter pendant 15 minutes l'activité Waterfoot Early Reading entendue par le programme de lecture. La directrice de la case des tout-petits invite les collectivités locales à accompagner le projet à l'image de la mairie de Ngor. C'est pour permettre aux enfants de Ngor de pouvoir, disons, être à la page, disons, être au courant de ce qui se passe dans le Ngor, pour leur permettre aussi de mieux affronter le cycle primaire. Donc nous sommes dans une école maternelle et dès le bas âge, si on les habitue à manipuler l'outil informatique, je pense que c'est un atout pour eux. L'initiative reste une priorité pour les parents d'élèves. Quant aux autorités, elles comptent élargir le projet dans d'autres régions du Sénégal. Et puis il y a une amélioration parce que je vois que l'élève, donc je suis allé jusqu'à dire que vraiment elle a un niveau de CI. Il me plaît de rappeler que le Sénégal est considéré en Afrique de l'Ouest comme le pionnier de ce domaine en raison des nombreuses initiatives menées comme l'ADIE. Ce projet est innovant car il soutient efficacement les stratégies d'introduction des TIC dans les apprentissages de base en mettant l'accent sur les filières et les matières scientifiques à promouvoir dès le bas âge. Dans l'élan de promotion de l'enfance déjà enclenché au Sénégal, ce programme constitue un pas en avant car l'outil informatique est devenu aujourd'hui indispensable. Nous restons avec les enfants pour parler de ce nouveau programme médical et scolaire destiné aux pensionnaires des villages d'enfants SOS du Sénégal. L'annonce a été faite par le président de la Fédération internationale de la structure qui est en visite depuis quelques jours au Sénégal. Siddhartha Kol a aussi lancé un appel à plus de soutien pour les enfants déshérités. Dame Silla. Le Sénégal, premier pays visité en Afrique après son élection à la présidence de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS. À cette occasion, Siddhartha Kol lance 2 grands projets de sa politique sociale pour les enfants en situation difficile. Il s'agit d'un programme sanitaire et scolaire. We are running 5 medical programs in different parts of Senegal. Nous avons 5 programmes d'ordre médical dans plusieurs régions du Sénégal. Donc. We are running schools for children who come from very poor families.
Nous avons des écoles qui sont à disposition d'élèves qui proviennent de familles très pauvres, très vulnérables. And government provides assistance by way of providing teachers. Et le gouvernement, donc, sa participation consiste à fournir des professeurs, des maîtres, des enseignants. Plus de 50 000 enfants démunis bénéficient des programmes des villages SOS au Sénégal. Ces structures sont présentes à Dakar, Kaolack, Louga, Ziguinchor, Fatick, Tamba et Kolda. Des centres médicaux et des espaces éducatifs sont installés dans ces différentes localités au profit des enfants et des populations environnantes. Les villages d'enfants SOS reçoivent des dons des personnes de bonne volonté, des gens qui veulent bien nous donner. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'elles sont elles-mêmes confrontées à des problèmes de chômage, des problèmes de manque de logement, des problèmes divers que nous connaissons. Donc aujourd'hui, normalement, nous devions être en récession comme les autres. Et grâce à SOS International, nous maintenons le cap. C'est déjà très important pour nous. Le nouveau président de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS appelle les gouvernements à mieux appuyer l'organisation dans ses projets et programmes. Il demande aussi aux bonnes volontés de déposer leurs zakat auprès des villages d'enfants SOS, ce qui va permettre de combler le déficit budgétaire de ces structures d'accueil pour enfants. L'actualité à l'étranger. En France, les suites de l'affaire Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, peinent à convaincre les enquêteurs. Et c'est sur les paiements suspects en liquide de 20 à 25 000 euros et ce virement de 500 000 euros sur son compte bancaire. Il assure qu'il a vendu 2 tableaux. Les déclarations de Claude Guéant soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans le milieu de l'art, tout d'abord. L'ancien ministre affirme avoir vendu 2 tableaux d'un peintre hollandais pour 500 000 euros. 2 œuvres surestimées selon ce site de cotation. Le tableau le plus cher jamais vendu a été adjugé à 140 000 euros. L'acheteur, un avocat malaisien. Problème soulevé par cet expert en œuvres d'art, Claude Guéant n'a jamais demandé de certificat d'exportation, le passeport obligatoire pour sortir un tableau du territoire. Quelqu'un qui exporte un bien culturel soumis à un certificat d'exportation et qui demande le certificat d'exportation est passible de 2 ans de prison et 450 000 euros d'amende. Ce qui est idiot pour 2 tableaux qui n'auraient pas été retenus et qui auraient obtenu le passeport d'ailleurs, parce que c'est ridicule de ne pas l'avoir demandé. Autre incohérence soulevée, les primes en argent liquide que Claude Guéant affirme avoir touchées entre 2002 et 2006, alors qu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Hier, le ministère de l'Intérieur a diligenté une enquête administrative, car ces primes ont été supprimées en 2002 par Lionel Jospin. Au sein de la police, les déclarations de Claude Guéant ont choqué plusieurs responsables syndicaux. Il n'existe plus aucune prime en liquide pour n'importe quel fonctionnaire. Toutes les primes, elles sont toutes traçables. C'est vraiment jeter le discrédit sur l'ensemble d'une profession qu'il connaît bien, puisqu'en fait, il a été ministre de l'Intérieur. Sollicité ce matin, Claude Guéant affirme ne plus vouloir s'exprimer publiquement sur cette affaire. Il réserve désormais ses déclarations aux magistrats. Il a enquêté sur l'assassinat de Benazir Bhutto et l'a payé de sa vie au Pakistan. Le procureur qui menait les investigations sur la mort de l'ancien Premier ministre a été abattu la nuit dernière dans une rue d'Islamabad. Sous le choc, il peine à tenir debout. Le fils de la victime est à la morgue pour reconnaître le corps de son père, Chaudhry Zulfikar, froidement abattu en pleine rue dans un quartier résidentiel d'Islamabad. Il était au volant de sa voiture lorsque plusieurs hommes à moto ont surgi. Son garde du corps a fait preuve d'un grand courage. Il a été blessé. Une passante a aussi été tuée. Chaudhry Zulfikar était procureur. C'est lui qui dirigeait l'enquête sur le meurtre de l'ex-première ministre pakistanaise Benazir Bhutto. C'est tragique parce qu'il y a un procès en ce moment et on voit qu'il y a des actions visant à entraver la justice. Le dossier Benazir Bhutto, un dossier hautement sensible, d'autant plus qu'il implique des personnalités politiques. Pervez Musharraf, qui comparaissait il y a quelques jours devant un tribunal antiterroriste. Le général est soupçonné de ne pas avoir assuré la sécurité de l'ex-première ministre lors de son assassinat en 2007. Acclamé par la foule ici à Karachi pour son retour au pays en mars dernier après 4 ans d'exil, l'ancien président pakistanais était assigné à résidence pour plusieurs affaires. Le procureur Zulfikar avait lui-même annoncé mardi la prolongation de sa détention provisoire. Un procureur qui faisait l'objet de mesures de protection renforcées. Il avait reçu des menaces.
Retour au Sénégal avec cette signature de convention de partenariat entre le groupe Management School Bordeaux et des entreprises privées. Les deux partenaires comptent ainsi renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine de la formation supérieure en management. Il s'agit pour ces entreprises privées d'aider cette école internationale française à remplir dans de bonnes conditions la mission d'éducation au Sénégal. Lamine Touré. Un partenariat gagnant-gagnant, le compagnonnage est désormais officiel entre Bordeaux Management School, BM Dakar et les entreprises privées présentes au Sénégal. Avec seulement 5 ans d'existence et de rapprochement avec le privé, l'école a enregistré de grandes performances, ce qui lui a valu d'être classée en 2010 première école en management d'Afrique noire francophone. Nous avons accompli ensemble, en si peu de temps. Le mérite de ces résultats revient à toute la communauté éducative de BEM Dakar, les parents d'élèves naturellement, les étudiants, les enseignants, le personnel d'encadrement et de soutien et bien sûr les chefs d'entreprise. Bordeaux Management School se veut un établissement pour tous. L'égalité des chances a été adoptée en mode de fonctionnement. L'égalité des chances, c'est ce qui doit permettre à tous d'être à armes égales dans l'accès à la réussite intellectuelle et sociale. L'égalité des chances, c'est garantir à chacun que son avenir ne sera pas déterminé par ses origines. L'égalité des chances, c'est la prise en compte de l'inégalité des situations et des handicaps sociaux. BEM Dakar, c'est aussi des valeurs, travail et responsabilité lient l'établissement à ses partenaires. On partage aussi 3 valeurs essentielles chez nous. L'une, c'est la culture de la haute performance. Une autre, c'est l'orientation client. C'est avec BEM que nous avons défini la vision de CCBM, les valeurs et surtout nos métiers qui aujourd'hui ont fait l'objet d'un partage avec toutes les 16 filiales du groupe CCBM. Présente au Sénégal depuis 2008, Bordeaux Management School participe aux côtés d'autres écoles à la formation de l'élite africaine. Elle est accompagnée dans cette mission par des entreprises privées. Il s'agit de Alliance Sénégal, de la CBAO, de CCBM, du groupe Chaka, de KPMG, de Matforce et de Patisen. Il y a 150 ans était ordonné le premier prêtre entièrement formé au Sénégal. Il y a 150 ans, Ngazobil entraînait également sa première église. 2013 est donc une année jubilaire pour cette localité de la région de Thiès. Les festivités ont été lancées par l'archevêque de Dakar. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a dit une messe à l'occasion à Ngazobil. Philomène Constance Diagne. De son silence habituel, le petit séminaire de Ngazobil a perdu le temps d'une journée d'action de grâce. De nombreux fidèles de l'archidiocèse de Dakar et du diocèse de Thiès sont venus fêter 150 années de la vie de l'église de Ngazobil. Hospitalité, travail, protection et vigilance, connaissance et écoute de Dieu, des termes symboliques de l'histoire presque bicentenaire de Ngazobil, et qui lie cette histoire à la figure emblématique de Saint Joseph, patron à juste titre de Ngazobil et dont nous célébrons la fête aujourd'hui comme travailleurs. Nous entamons un jubilé de 150 ans depuis la construction de cette première église en dur en Ngazobil, mais également cette année jubilaire, c'est aussi une année jubilaire pour l'ordination du premier prêtre entièrement formé au Sénégal, le père Guillaume Jouga, ordonné en Ngazobil en 1864. Le petit séminaire, une institution éducative qui a eu à former de grandes figures de l'Église, mais aussi de grands hommes qui ont marqué la vie du Sénégal. Un retour aux sources à l'occasion de ce grand événement fait renaître des souvenirs. Chaque année, avant la rentrée, nous devions désherber, nous devions planter, etc., reboiser la forêt. Et ces activités, c'est en Ngazobil que j'ai pu les apprendre. D'autres souvenirs moins joyeux, c'est peut-être lié à la discipline. J'avoue que quand je venais ici, j'avais peut-être des habitudes que le séminaire a pu changer par la suite, mais avec beaucoup de difficultés parce que vous savez que ce n'est pas évident. Produit du petit séminaire, Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr a béni et inauguré quelques sites et nouveaux bâtiments de l'institution. Une manière d'honorer des pionniers de ce collège de Ngazobil.
Un nouveau festival de théâtre dans l'agenda culturel du Sénégal. Il est initié par l'association Takku Liguey Sénégal et les artistes comédiens de Pikine. Ce sera du 7 au 30 juin dans cette partie de la banlieue de Dakar, mais aussi à travers une dizaine d'autres localités du pays. La programmation a été dévoilée au cours d'une conférence de presse Oumou Kalsom Sall. Promouvoir l'expression de la diversité culturelle pour mieux montrer son impact économique et social, un vœu cher à ses acteurs. L'association Takku Liguey et celle des artistes comédiens de Pikine initie un festival de théâtre pour l'enfance et la promotion des jeunes talents africains. Ce festival va constituer un canal d'expression, mais surtout de formation des artistes à mieux assumer leur statut. Aujourd'hui, on a besoin d'échanges, on a besoin d'ouvrir les portes, on a besoin de construire des ponts d'échange entre le Sénégal et d'autres réalités. Si on nous prend comme des gens qui font rire seulement, nous ne sommes pas des acteurs de théâtre. C'est pour cela qu'on a besoin des séances de travail en théorie et en pratique avec des experts. Cette première édition verra la participation de troupes nationales, mais aussi de 7 autres venus de pays africains au programme des ateliers de formation théâtrale, des prestations, des communications, la vulnérabilité des enfants sera aussi au centre des débats. On a aussi décidé de sensibiliser les parents sur la problématique des enfants de la rue. Un enfant n'a pas sa place dans la rue. Il ne doit pas travailler. La seule chose qu'il doit faire, c'est étudier. Nous ne pouvions qu'apprécier et nous impliquer parce que c'est une mission régalienne de l'État de s'occuper de l'enfance. C'est la banlieue de Kaouaz qui va abriter la première partie du festival du 7 au 13 juin. Dans la seconde, les régions vont accueillir une caravane de festivaliers. Les organisateurs estiment à 30 millions de francs CFA le budget de cette première qu'ils comptent pérenniser. La conférence internationale sur le sport qui a démarré ce vendredi à Dakar, le pays du soleil levant, y est représenté par sa conseillère en sport. Seiko Hashimoto a été reçue avant le démarrage des travaux par le Premier ministre Abdoul Mbaye. La voici à sa sortie d'audience au micro d'Ourey Diam. Je viens ici pour consolider les relations étroites entre le Japon et le Sénégal. Et le Japon confirme aussi la coopération désormais vers le Sénégal et le Japon. On a mentionné surtout dans le domaine du sport. Je viens ici pour participer à la conférence internationale de sport en Afrique. Et je sais que les Sénégalais s'intéressent bien au judo et karaté. Donc désormais, notre coopération, surtout dans le domaine du sport, s'améliore et se développe. Du football et le match en retard de la Ligue 1, c'était la 13e journée. Le Casa Sport a battu l'Union sportive de Ouakam par 2-1. Une victoire qui relance le champion en titre dans ce championnat. Le match s'est joué hier au stade Demba Diop. Abdoul Aziz Ban. Les choses sont allées trop vite dans cette rencontre. Le Casa Sport est d'attaque. L'équipe de Ziguinchor est déterminée à marquer dès le début du match. Ibrahim Dramé, sur ce coup franc, ouvre le score pour le Casa Sport. On joue la 16e minute. La réaction des joueurs de l'ISO ne s'est pas fait attendre. Les Wakamois reviennent à la marque à la 26e minute. Oumar Ngala Cissé est passé par là. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, chaque équipe veut inscrire le deuxième but pour se mettre à l'abri. Le Casa Sport multiplie les occasions devant le but de l'Union sportive de Ouakam. 71e minute, belle action collective du Casa Sport. Ismaël Niang adresse une belle passe à Ibrahim Dramé. L'attaquant du Casa Sport marque le deuxième but. Il signe son doublé dans cette rencontre. Avec 4 matchs en retard, le Casa Sport a obtenu une victoire, un match nul et 2 défaites. Le coach analyse cette contre-performance. On ne peut pas jouer 3 matchs. Chaque 3 jours, vous jouez un match. On n'a même pas le temps de s'entraîner et de récupérer. Donc, et ensuite, il y a des voyages qui se font. Je crois que ce n'est pas facile pour nous le cas. Cette victoire permet au Casa Sport de quitter la zone de relégation. Avec 20 points, l'équipe de Ziguinchor occupe la 9e place à l'issue des phases allées.
Le Casa qui respire dans ce championnat. On va parler de la finale de la 4e édition du tournoi Open Billard Forever qui sera joué ce dimanche. Le tirage au sort avait été effectué par le ministère des Sports. L'occasion pour le CNP de billard d'exprimer sa volonté de se muer en fédération. Salut Sec. Le tournoi Open Billard, lancé en présence du ministre des Sports, la compétition regroupe une centaine de participants. C'est la 3e édition. Le comité national de billard a profité de ce tirage au sort pour exprimer sa volonté de transformer la structure en fédération. On a besoin de s'organiser au niveau régional, de créer des comités régionaux provisoires, de créer une ligue dans chaque région. Et en fait, c'est ces ligues-là qui vont se regrouper, venir constituer la fédération. Donc, le ministre nous a promis que d'ici la fin de l'année, il s'attellera à faire du CNP une fédération à part entière. Le ministre des Sports s'est félicité de la volonté du CNP Billard de se mouvoir en une fédération. Manik Ndiaye a rappelé son intention de développer toutes les disciplines sportives. C'est vraiment tout un plaisir pour un ministre d'entendre une structure d'exception dire que je veux aller vers une structure plus légale, plus démocratique et plus associative qu'est la fédération. En tout cas, je leur lance des mots de remerciement et de félicitations, non seulement à mon nom personnel, mais au nom du président de la République, Macky Sall, qui attache une importance particulière à la promotion des différentes disciplines sportives. Le billard est un sport méconnu des Sénégalais. Le CNP, à travers ses différents tournois à l'intérieur du pays, souhaite rendre accessible ce sport à tous les Sénégalais. Le chef de l'État a pris part aujourd'hui à la cérémonie de levée du corps du docteur Oumar Wone, figure emblématique de l'histoire politique du Sénégal, ancien candidat à la présidentielle dans les années 90. Le président de la République a présenté les condoléances de la nation à la famille du défunt, notamment à Khassimou Wone, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, par ailleurs fils du disparu. Tous ont prié pour le repos éternel de l'âme du disparu. C'était à l'issue de la traditionnelle prière du vendredi à la mosquée omarienne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RFS.